Bonjour à toutes et à tous. Ce cours de microéconomie est destiné aux étudiants de S2 de la Faculté de sciences juridiques et économiques et sociales. Ce premier enregistrement va porter sur les structures de marché. Et donc, dans la partie précédente, et ce que vous avez vu dans le premier semestre, vous avez pu identifier comment les agents économiques rationnels établissent leurs demandes ou offres pour un bien de consommation ou un facteur de production. Ceci sous certaines conditions. L'analyse a été faite séparément pour les consommateurs d'un côté et pour les producteurs de l'autre côté. Dans cette partie, nous allons introduire la possibilité pour ces agents d'interagir à travers le marché. Le marché ici représente le lieu d'interaction ou d'échange entre les agents. Un marché se compose d'acheteurs et de vendeurs. Un marché est plus large qu'une branche d'activité. La branche d'activité est un ensemble d'entreprises qui vendent le même produit ou des produits très similaires. La branche, c'est le côté offre du marché. Alors, la définition du marché est très importante pour une entreprise. Celle-ci doit être en mesure d'identifier ses concurrents. Si on prend par exemple le marché des carburants, peut-on considérer que le gazole et l'essence font partie du même marché? Non, car les voitures qui fonctionnent à l'essence ne peuvent pas fonctionner avec du gazole. De même, une entreprise doit connaître les limites de son produit et ses frontières géographiques. Le marché du logement est un bon exemple dans ce cas. Si l'on considère un promoteur immobilier, est-ce qu'un logement à Noisette peut être le concurrent d'un logement au centre-ville de Casablanca? La confrontation des intentions d'achat et de vente conduit à la détermination du prix d'équilibre sur le marché. Un marché est un groupe d'acheteurs et de vendeurs qui déterminent par leur action, qu'elle soit effective ou potentielle, le prix d'un bien ou d'un ensemble de biens. Alors, il existe plusieurs types de marchés, des marchés concurrentiels et des marchés non concurrentiels. Le marché de concurrence pure et parfaite, que l'on a étudié jusqu'à présent, se rencontre rarement dans la réalité. Il est plutôt hypothétique. Alors, l'étude de marché de concurrence pure et parfaite est néanmoins essentielle à la compréhension de la formation des prix. Les autres structures de marché résultent de l'absence de vérification des hypothèses du marché de concurrence pure et parfaite. Si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, on est dans un autre type de structure de marché qu'on appelle la concurrence imparfaite. Alors, dans cette deuxième partie du cours, nous allons voir 3 chapitres. Le premier chapitre va donc porter sur la concurrence pure et parfaite. Le second chapitre s'intéressera au monopole. Et le troisième chapitre étudiera la concurrence monopolistique et l'oligopole. On va donc commencer par le premier chapitre qui porte sur le marché de concurrence pure et parfaite. Alors, quelles sont les hypothèses qui fondent ce marché? 5 hypothèses doivent être remplies simultanément pour qu'un marché soit dit purement concurrentiel. La première hypothèse est l'atomicité des agents, c'est-à-dire qu'il existe un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs sur le marché du bien considéré. La deuxième hypothèse est l'homogénéité du bien. Toutes les entreprises vendent le même bien de telle sorte que les acheteurs s'adressent indifféremment aux entreprises présentes sur le marché. La troisième hypothèse, c'est la transparence du marché et la perfection de l'information. Cela signifie que l'information sur le produit, le prix, l'offre, la demande est gratuite et accessible à tous les acteurs du marché. La quatrième hypothèse, c'est l'absence de barrières à l'entrée et à la sortie. Elle implique que tout producteur et tout acheteur sont libres d'entrer sur un marché ou d'en sortir. Et la dernière hypothèse est la totale mobilité des facteurs de production d'un marché à un autre. Alors, si une seule condition n'est pas satisfaite, on parle de concurrence imparfaite. Alors, la demande individuelle d'un consommateur pour un bien donné est fonction décroissante du prix. Ça, vous l'avez vu au premier semestre. À partir de là, on peut dégager une demande globale sur un marché qui est la somme des demandes individuelles des consommateurs présents sur ce marché.
L'offre individuelle, on l'a vu dans la première partie de ce cours, donc l'offre individuelle d'une entreprise est fonction croissante du prix. À partir de là, on peut déterminer l'offre globale sur un marché, qui est la somme des offres individuelles de toutes les entreprises présentes sur ce marché. Il y a équilibre lorsque les courbes de demande et d'offre se croisent. Alors, le point d'équilibre ici va être l'intersection entre la demande et l'offre. En ce point, il n'y a ni excès d'offre, ni excès de demande, et donc aucune pression pour que les prix continuent d'évoluer. Alors, les marchés ont tendance à s'équilibrer. Pour le montrer, supposons que le prix est supérieur au prix d'équilibre. Par exemple, on est en P1. Les producteurs offrent plus que ce que les consommateurs veulent. Il y a donc un excédent. Pour vendre cet excédent, les producteurs vont baisser le prix. La quantité demandée par les consommateurs va augmenter au fur et à mesure que le prix baisse, jusqu'à ce que le prix atteigne P0. Supposons maintenant que le prix est inférieur au prix d'équilibre. La demande est supérieure à l'offre. On est en présence d'une pénurie. La demande des consommateurs n'étant pas satisfaite, il va y avoir une pression à la hausse sur les prix. Les producteurs vont alors augmenter le prix et la production jusqu'à ce que le prix atteigne P0. Alors, l'équilibre peut se modifier suite au déplacement de la courbe de demande ou la courbe d'offre. Nous allons d'abord voir ce qui se passe lorsque la courbe d'offre se déplace, ensuite celle de la demande et enfin les deux. Alors, supposons que la courbe d'offre se déplace. On va dire que le prix des matières premières baisse, ce qui entraîne un déplacement de l'offre de haut à au prix. Que remarque-t-on? On remarque que le prix de marché passe de P0 à P1 et que la quantité produite augmente de Q0 à Q1. Donc la baisse des matières premières fait que les coûts sont plus bas, ce qui entraîne la baisse des prix et l'accroissement des ventes. Si à présent la courbe de demande se déplace vers la droite, supposons par exemple que le revenu des consommateurs augmente, ce qui entraîne un déplacement de D vers T'. Dans ce cas, un nouveau prix et une nouvelle quantité résultent de l'équilibre entre offre et demande. Les consommateurs vont payer un prix plus élevé, P1 au lieu de P0, et les producteurs vont devoir produire une quantité plus élevée, Q1 plutôt que Q0. Alors généralement, sur la plupart des marchés, les courbes d'offre et de demande se déplacent en même temps. Pourquoi? Parce que les revenus des consommateurs changent, les demandes sur les biens changent selon les saisons, le coût des matières premières change aussi. Dans ce cas, par exemple, on a un premier équilibre. Si la demande change et l'offre change, on obtient un deuxième équilibre. Donc, selon les cas, on aura un équilibre qui sera différent. Alors, comme on l'a vu dans la première partie, à court terme, les profits réalisés par les entreprises sur un marché incitent de nouvelles entreprises à y pénétrer. À court terme, les entreprises qui réalisent un profit négatif peuvent éventuellement quitter le marché. L'analyse de long terme permet de prendre en compte ces entrées et ces sorties d'entreprises. Pour que l'équilibre de long terme soit stable, toutes les firmes devront réaliser un profit nul. Alors, lorsqu'une entreprise fait des profits nuls, elle n'a pas à quitter le marché et les autres n'ont pas intérêt à y entrer. Attention, ici on parle de profit économique et non pas de profit comptable. Alors, un profit économique nul indique que l'entreprise perçoit un retour normal sur son investissement. On parle de retour concurrentiel. Elle ne peut pas faire mieux ailleurs. Ou encore, elle fait aussi bien en investissant son argent dans l'achat de capital physique qu'en l'investissant ailleurs. Ici, on fait référence à la notion de coût d'opportunité. Le coût d'opportunité de l'utilisation de fonds de l'entreprise pour acquérir du capital physique plutôt que de les investir ailleurs. Une telle entreprise devrait rester sur le marché.
Alors, supposons qu'il y ait K entreprises dans une branche d'activité. On suppose aussi qu'elles ont les mêmes conditions de production et la même structure de coût. Le profit est maximal pour chaque entreprise si le prix est égal au coût marginal de long terme. L'offre globale de toutes les entreprises de long terme est égale à la somme des offres individuelles de long terme. On marque Q étoile est égal à la somme de J allant de 1 jusqu'à K de petit q étoile fois P. Alors, qu'est-ce qui se passe entre le court terme et le long terme? Les profits positifs, qu'on appelle les super profits à court terme, incitent les entreprises à entrer sur la branche. Alors, comme il va y avoir des entreprises nouvellement installées, leur offre va s'additionner à l'offre existante, ce qui va entraîner une augmentation de l'offre globale. La courbe d'offre globale va ainsi se déplacer vers la droite, ce qui entraîne une diminution du prix de marché. Alors, voyons ça sur un graphique. Alors, on a un premier équilibre. L'offre des entreprises nouvellement installées va augmenter l'offre globale qui va se déplacer vers la droite, donc de O à O1, ce qui entraîne la baisse des prix qui passe de P étoile à P1 étoile. À nouveau, comme il y a encore du profit sur ce marché, les entreprises vont continuer à pénétrer sur ce marché. Donc, on va avoir une offre additionnelle qui va entraîner un déplacement de la courbe d'offre vers la droite et on remarque à nouveau que le prix va diminuer. Donc, si les profits sont positifs, il va y avoir de nouveaux entrants et à nouveau, l'offre globale va augmenter, ce qui entraîne le déplacement vers la droite de la courbe et la baisse du prix, et ainsi de suite. Alors, les entreprises vont continuer à entrer sur le marché tant que les super profits resteront positifs. Le profit sera nul lorsque le prix d'équilibre sera exactement égal au minimum du coût moyen de long terme, comme on l'a vu dans la partie précédente. À ce prix, il n'existe plus aucune incitation à pénétrer sur la branche. Et dans ce cas-là, l'offre globale se stabilise et la branche est en équilibre de long terme. Alors, une dernière remarque pour finir cette première vidéo est qu'un équilibre concurrentiel de long terme s'établit lorsque 3 conditions sont réunies. D'abord, il faut que toutes les entreprises de la branche maximisent leurs profits. Ensuite, aucune entreprise n'est incitée à entrer sur la branche ou la quitter car elles font toutes un profit économique nul. Le prix du bien résulte de l'égalisation entre l'offre globale et la demande globale.